Donc, bonjour à tout le monde. On va commencer le deuxième chapitre et qui concerne la dérive des continents. Bon, on va voir un film, un téléfilm qui simule un peu cette notion de la dérive des continents depuis des millions d'années jusqu'au futur. Donc là, on voit cette évolution des continents depuis il y a 400 millions d'années. Donc voilà comment étaient les continents il y a 400 millions d'années. Vous voyez les continents qui dérivent. Donc vers 200 millions, il y a 200 millions d'années, il y avait un seul continent que vous voyez là. Et voilà la suite. Maintenant, on va voir l'avenir, c'est-à-dire dans les 50 millions d'années à venir, comment ça va évoluer tous ces continents. Et dans les 150 millions d'années à venir, voilà l'évolution, comment ces continents vont évoluer. Donc, ce chapitre concerne la dérive des continents. Donc, au départ, on n'avait pas ces notions et selon l'histoire, donc, et jusqu'au début du XXe siècle, on pensait, c'est avec Socrate et Platon, donc il y avait l'idée que les continents étaient fixes, donc que les continents ne bougeaient pas, contrairement à ce qu'on connaît aujourd'hui avec la dérive des continents. Donc les continents étaient en une position fixe et donc au début du 1er siècle, donc avec Ptolémée, on avait des données sur le monde. Donc en l'année 125, Ptolémée il a donné une carte du monde, donc en fonction des moyens. Vous voyez ici l'Europe, l'Asie, l'Afrique, donc l'Arabie Saoudite, la mer Rouge. Vous voyez, donc il y a en l'année 125. Mais toujours avec l'histoire, donc il y avait le concept de géocentrisme, c'est-à-dire que la Terre était immobile au centre de l'univers. Donc c'est avec Aristote et Ptolémée, d'accord. Donc ils pensaient que la Terre était le centre de l'univers et tout tourne autour de la Terre. Et tout ce qui arrive à la Terre, donc le jour, la nuit, les saisons, l'hiver, le printemps, était en relation avec des choses externes à la Terre. D'accord. Mais à partir du Xe siècle, bien au XIe siècle, on a commencé à avoir des cartes plus en détail, comme ici la carte du monde du shérif Idrissi, qui a été publiée
dans le livre de Roger, mais cette carte, comme vous la voyez, bon, on ne voit pas le sens. Il faut la faire une rotation de 180 degrés pour voir un peu l'est à droite et l'ouest à gauche, etc., et le nord, etc. Donc on va l'orienter cette carte, et voilà ce que ça donne. Donc voilà la carte de Cherif Idrissi. Donc là, on reconnaît un peu les continents. Surtout ici, il y a l'Afrique, vous voyez, il y a ici l'Arabie Saoudite, la mer Rouge, la Méditerranée, hein, l'Europe, l'Asie, donc la Turquie, l'Iran et tout. Donc là, vous voyez, c'est une carte qui est bien, mais pas mal, qui est plus ou moins proche de la carte actuelle. D'accord? Bon, c'est avec les voyages qu'on faisait à l'époque. Donc, à partir de là, du XXe siècle, donc surtout ou bien au XVe siècle, au XVIe siècle, avec Nicolas, avec Giordano et avec Galilée, donc le concept a changé et on n'a plus le concept antérieur qui disait que la Terre était le centre de l'univers. Hein, on a un nouveau concept qui est le concept de l'héliocentrisme, c'est-à-dire que c'est le Soleil qui est au centre de l'univers et les planètes tournent autour du Soleil, donc ce qui explique le jour, la nuit et la variation des saisons. Mais donc ça, c'est tout ça, donc c'est de l'histoire, hein, donc c'était contre l'Église, mais quand même les gens étaient haut placés et l'Église ne pouvait faire rien contre ces gens. Donc finalement, avec le début du XXe siècle, on est arrivé à un nouveau concept, c'est le concept de mobilisme, hein, qui est l'opposé du concept du fixisme, que les terres ou bien les continents, ils bougent. Donc on a les continents dérivent et migrent à la surface. Donc à partir de là, on a commencé à avoir des nouvelles idées qui sont d'abord, c'est le chapitre qu'on va voir tout de suite, c'est la dérive des continents. Et après, les notions ont commencé à évoluer, donc avec l'expansion des fonds océaniques. Donc au fur et à mesure que les continents dérivent, on a les océans qui deviennent de plus en plus larges, c'est-à-dire l'expansion des fonds océaniques. C'est le chapitre qui va venir par la suite. Et finalement on est arrivé à une notion unificatrice pour laquelle tout le monde est d'accord, c'est la tectonique des plaques. Donc c'est le chapitre qu'on va voir par la suite. Bon, aujourd'hui, donc, on va voir ce nouveau chapitre qui est le chapitre de la dérive des continents. Alors, comment est arrivée cette notion de la dérive des continents? Bon, il est arrivé avec Wegener en 1915, qui a fait la publication d'un livre qui montre cette notion, bien ce concept de mobilisme, hein, donc, qui est la dérive des continents. Donc comment c'est arrivé? Donc ça c'est un travail qui a été fait, comme on l'a dit, par Wegener, mais Wegener, c'est pas lui seul qui a fait ça, mais il a fait la synthèse de l'ensemble des données qui étaient disponibles à l'époque. Et c'est exactement la même chose quand vous allez faire un mémoire de fin d'études ou bien un mémoire de licence. Donc là, vous aurez un sujet et là, vous allez faire des recherches et vous allez lire des articles, des livres et ainsi de suite. Donc, vous allez apporter ce que vous avez appris et ce que vous pouvez proposer de nouveau dans votre sujet. C'est exactement la même chose qu'a fait Wegener. Wegener, il a fait la synthèse de l'ensemble des données disponibles et il a apporté cette nouvelle notion.
Par exemple, il a constaté qu'il y a, d'après la lecture des cartes du Nouveau Monde, hein, les cartes qui ont été apportées par les gens, donc on remarquait qu'il y avait une ressemblance des formes entre, il y a une complémentarité des côtes atlantiques. Donc on voit ici l'Afrique et ici l'Amérique du Sud. Donc on voit ici qu'il y a une complémentarité entre ces côtes, les côtes ouest de l'Afrique et les côtes est de l'Amérique du Sud. Donc c'est-à-dire on peut joindre les deux morceaux, c'est comme les éléments d'un puzzle. D'où on est arrivé à l'idée ou bien au concept de mobilisme ou bien les continents bougent ou bien les continents sont mobiles. Donc c'est là où, à partir de là, Alfred Wegener, en 1915, il a proposé l'idée de la dérive des continents. Donc voilà Wegener, donc c'était Alfred Léotard Wegener, il est né en 1880 et il est mort en 1930. Donc sa fonction, lui était astronome et météorologue allemand, donc d'origine allemande. Donc c'est en 1915 qu'il a publié un livre qui s'intitule Origine des continents et des océans, en 1915. Donc lui, il disait, sa théorie ou bien son idée, c'était les continents formaient autrefois une seule masse continentale. Donc tous les continents, comme on l'avait vu au départ avec le film sur la dérive des continents, donc on avait une seule masse, un seul continent, bon, ou bien un continent géant, ou bien un supercontinent qu'on appelait la Pangée, terre unique. Donc par traduction, Pangée, ça veut dire terre unique. Et ces continents se sont progressivement dispersés, c'est-à-dire que le continent unique a été fragmenté et les fragments vont se disperser pour atteindre leur position actuelle, qu'on voit l'Afrique, l'Europe et tous les continents que vous connaissez sur la carte du monde. Donc, c'est-à-dire que dans le passé, il y a 300 millions d'années, il n'existait qu'un seul bloc continental, la Pangée, ou bien la Terre unique. Et ce continent s'est fragmenté en plusieurs blocs et qui ont lentement dérivé à la surface de la Terre. Bon, ça c'est une idée, c'est une théorie donc, qui s'oppose à l'idée du fixisme. Mais on ne peut pas donner un nouveau concept ou bien une nouvelle idée sur les continents sans donner des arguments. Donc il fallait argumenter cette théorie. Donc Alfred Wegener n'a pas proposé cette nouvelle idée, ce nouveau concept, hein, mais il a proposé cette nouvelle idée tout en l'argumentant par des données. Donc voilà le continent unique, ou bien le supercontinent. Vous connaissez le pôle sud, l'Inde, l'Australie, l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord et l'Europe et l'Asie. Donc tous ces continents qu'on voit aujourd'hui dispersés à la surface de la Terre, hein, et séparés par des océans ou par des mers, hein, formaient autrefois, il y a 300 millions d'années, un seul et unique continent. Donc l'idée de Wegener, il a proposé cette nouvelle idée, mais tout en argumentant cette nouvelle idée. Les arguments, bon, au départ, il a donné des arguments géographiques, puis il a donné des arguments géologiques,
et il a donné des arguments paléontologiques et des arguments météorologiques ou bien paléoclimatiques. Donc, voilà. Donc on va voir maintenant ces différents arguments et on va commencer avec les arguments géographiques. Donc les arguments géographiques, c'est qu'il a vu qu'il y a une complémentarité des côtes de l'Atlantique, c'est-à-dire qu'on peut regrouper les continents et on les mettait en mettant les continents l'un en face de l'autre, comme entre l'Amérique du Sud et l'Afrique. Donc, avec cet argument, il a dit que autrefois l'Afrique et l'Amérique n'avaient été qu'un seul et même bloc qui se serait fragmenté en deux parties, lesquelles se seraient ensuite éloignées l'une de l'autre. Donc, voilà. Donc, on va voir cet argument. Voilà, donc en regroupant les continents, voilà, comme on voit ici, il y a une complémentarité des côtes, et voilà, on obtient le continent unique. Donc c'est un argument en faveur de la théorie de Wegener. Le deuxième argument, c'est un argument paléontologique, c'est-à-dire c'est un argument qui utilise les fossiles animaux, la faune, et les fossiles végétaux, qui est la flore. Donc, d'après son travail et d'après la synthèse qu'il a fait des travaux existants, Wegener il a remarqué qu'il retrouve des fossiles identiques d'animaux et végétaux de même âge, c'est-à-dire de part et d'autre de l'Atlantique. Alors, comment est-il possible de trouver les mêmes animaux et les mêmes végétaux fossiles qui ont le même âge, mais qui sont éloignés les uns des autres avec des milliers de kilomètres? Donc, ce n'est pas facile à expliquer. Donc, avant, avec l'idée de fixisme, les gens disaient qu'il y avait des ponts et que les organismes ont pu traverser les océans. Mais vu la distance, c'est très, très loin, c'est très difficile de pouvoir accepter ces idées. Donc, c'est Wegener qui a déduit que les continents étaient initialement réunis et ils formaient un seul et unique continent. Donc, parmi ces arguments, ces éléments, on a ici les différents fossiles qui ont été utilisés. Donc, voilà leur répartition. Donc on retrouve l'Istrosaurus, c'est un reptile qui vivait il y a 240 millions d'années. Donc on le trouve en Asie, on le trouve en Afrique et on le trouve aussi ici au sud, plus ou moins au pôle sud. Un autre élément de la faune, qui est le Cygnoniatus, donc c'est un reptile d'âge de 140 millions d'années. Donc voilà sa répartition. On le trouve en Afrique, on le trouve aussi en Amérique du Sud. Donc ce lézard, Mesosaurus, qui est un petit reptile qui vit dans de l'eau douce et qui a un âge de l'ordre de 260 millions d'années. Il y a donc voilà sa répartition. On le trouve en Afrique et en Amérique du Sud. Et aussi il y avait des éléments de la flore, qui est ici le Glossopteris, donc qui est une plante terrestre d'un âge de 200
40 millions d'années. Et voilà sa répartition. Donc on voit la répartition. Elle est partout dans le monde. Donc là, l'idée sur ces plantes, donc on pensait que c'est le vent. C'est le vent qui est responsable de cette dispersion. Mais quand on a examiné cette plante, on a constaté que les graines étaient très denses et que le vent, et qu'il est impossible que le vent a pu transporter ces graines d'un continent à un autre. Ou bien, d'accord? Donc c'était une idée qui n'est pas valable. Donc c'est là où Alfred, donc là, Alfred, il a vu ça, donc, et il se demandait comment est-ce possible de trouver tout ça. Donc, il se demandait comment ces organismes terrestres ont-ils pu coloniser des aires continentales si éloignées les unes des autres. Donc là, la seule réponse qu'avant, les continents étaient jointifs et que la dispersion qu'on voit aujourd'hui, qu'il est liée à la dérive des continents. Que le continent unique, voilà, donc on regroupe les continents. Donc on va revenir à l'état initial avant la fragmentation. Vous voyez l'Inde qui revient à sa place, qui est une partie de l'Afrique, l'Australie. Donc voilà, donc le tout rentre dans l'ordre. Donc vous voyez, donc avant ces animaux ou bien ces végétaux, donc occupaient presque une aire, la même aire, d'accord. Donc et c'est la dérive des continents qui est responsable de cette dispersion, d'accord. Voilà. Donc, ils sont dispersés aujourd'hui, d'accord. Donc, c'est lié à la dérive des continents. Donc, voilà, en regroupant les continents, on voit que la dispersion n'est pas plus très large. Donc, les animaux ou les végétaux donc, vivaient à peu près dans les mêmes conditions, dans le même climat, et que la dispersion qu'on voit aujourd'hui, elle est liée à la dérive des continents. Aussi, Wegener a utilisé des arguments paléoclimatiques. Donc, c'est les glaciations. Donc, c'est une période glaciaire. Donc, les glaciations, bien une glaciation, c'est une période glaciaire, c'est-à-dire à la fois une phase paléoclimatique froide et une période géologique de la Terre durant laquelle une partie ou bien une part importante des continents est englacée. Donc, il est sous la glace. Donc, comment on a trouvé ces glaciations? Ou bien ces paléoglaciations, ou bien ces glaciations très anciennes, donc, ou bien d'âge de plus de 300 ou bien plus de 200 millions d'années. Donc, c'est en utilisant en regardant les restes de ces glaciations qui sont les moraines. Alors, les moraines, ce sont des dépôts moraniques, ou bien les dépôts moraniques. C'est des roches sédimentaires, donc c'est des amas de débris minéraux qui ont été transportés par les glaciers et par une nappe de glace. Donc, dans les vallées alpines à la fin du 19e siècle. D'accord. Donc, les glaciations, ils sont mises en évidence par les dépôts qu'ils laissent après la fonte, au fur et à mesure que la glace se déplace, parce qu'elle est soumise à son poids, et vu que la glace se dépose sur les hautes altitudes, donc il serait finalement amené à glisser et aller vers le bas. Donc, en allant vers le bas, il va détruire les roches et il va emporter avec elle tout ce qui est détruit, toutes ces roches. Et une fois que la glace va fondre,
parce que les saisons changent, il y a l'été, l'hiver, il va laisser les roches emmagasinées ou bien qui sont contenues dans la glace vont se déposer et on obtient des dépôts glaciaires ou bien c'est ce qu'on appelle des moraines, il y a beaucoup de termes en fonction de la taille des éléments. On va voir des éléments de ces... Bon, ici, nous avons un exemple de glaciation. Donc ici, il y a pas très longtemps, il y a 5000 ans, il y avait un énorme glacier que vous voyez ici, tout ce qui est en blanc. Le glacier de Groenland, vous voyez, il a séparé l'Europe de l'Ouest de l'Europe de l'Est. Donc vous voyez, il s'étendait jusqu'au sud, ici, jusqu'au sud. D'accord. Donc il y avait un énorme glacier qu'on compare aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, le glacier il est limité au pôle Nord. Tout ça a disparu à cause des changements climatiques et à cause du réchauffement de la Terre. Donc voilà les exemples de glaciers. Vous voyez les hautes altitudes comme dans les Alpes ou bien dans l'Himalaya. Donc c'est là on a des altitudes très énormes. Donc on a le dépôt de la glace. La glace sous l'effet de son poids, il va s'entasser, il va se transformer en glace. La neige sous l'effet de son poids va se transformer en glace. Et puisqu'il est déposé sur une pente, donc cette glace il va glisser, il va être mobile, il va suivre la ligne de plus grande pente et voilà, il va suivre tout ça. Donc on a la glace qui va glisser et en glissant, vous voyez, donc la glace va détruire les roches et ces roches détruites, ils sont emmagasinés dans la glace et vont être transportés. Voilà le genre de paysage de ces glaciers quand ils glissent sur des grandes pentes. Vous voyez, là, un glacier. Donc, lors de glissement de ces glaciers, ils passent sur, vous voyez, c'est les dépôts. C'est des dépôts morainiques, ou bien morainiques. Donc, là, vous avez le marteau d'un géologue. Et ici, lors du passage du glacier, vous voyez, il va rayer les roches qui sont en dessous. Comme vous voyez ici, on obtient des stries. Donc là, ces stries sont utilisées pour nous indiquer le sens de déplacement du glacier. D'accord ? Et la différence, vous voyez ici un glacier, vous voyez, donc ici vous avez les dépôts, là on coupe, donc on remarque que là vous avez le glacier, et à l'intérieur du glacier il y a des morceaux de roche, et surtout ce qui est important de remarquer ici, que la vallée qui est empruntée par le glacier, il a une forme en U, ce qui est différent de la vallée fluviatile qui a une forme en V. D'accord ? Donc une fois que la glace va fondre, on va avoir le dépôt de tout ce qui est contenu dans la glace et on obtient des dépôts glaciaires. Donc c'est en utilisant ces dépôts glaciaires qu'on a trouvé des glaciations qu'on trouve ici qui est d'un âge de 250 millions d'années. L'âge, comment on a trouvé l'âge par l'étude des roches, donc en datant les roches, on a pu trouver l'âge de ces glaciations. Mais si on remarque ici, vous voyez, c'est aujourd'hui, si on regarde aujourd'hui ces glaciations, leur âge, c'est 250 millions d'années. Mais ils sont situés dans des endroits où il est impossible d'avoir des glaciations aujourd'hui. D'accord ? Et d'autre part, on voit que le sens de déplacement qui est représenté ici par ces flèches rouges, les glaciers se déplacent de l'océan vers le continent. D'accord ? Voilà.
le déplacement. Il est inverse, alors qu'il est impossible, le glacier se déplace des hautes altitudes vers les basses altitudes. Donc les basses altitudes, c'est l'océan. Donc là, il y a une contradiction. Donc pour trouver une solution à ça, donc Wegener, il a proposé que cette répartition qu'on voyait tout à l'heure avec les continents dispersés, donc c'est lié à la dérive des continents. Et si on regroupe ces continents, donc le tout va rentrer dans l'ordre. Vous voyez, maintenant, on a le déplacement qui se fait des hautes altitudes vers l'océan, d'accord. Donc, et ce qu'on remarque ici, qu'il y a 250 millions d'années, il y avait un énorme glacier au pôle sud, et qu'au nord, on n'avait pas de glaciation. Donc ça, c'est le résultat donc c'est un argument qui est en faveur de la théorie de Wegener. L'autre argument utilisé, c'est un argument géologique. Donc là, on trouve des terrains très anciens qu'on appelle des boucliers qui ont un âge supérieur à 2 milliards d'années. D'accord ? Et on a des chaînes de montagnes d'âge de 350 millions d'années, entre 350 et 650 millions d'années. Donc ce qui est en jaune, ce sont les boucliers, et ce qui est en rouge, c'est les chaînes de montagnes plus jeunes d'âge 350 à 650 millions d'années. Alors là, en étudiant ces terres très anciennes, ces boucliers, qui ont un âge de l'ordre supérieur à 200 milliards d'années, donc ces boucliers montrent une concordance dans la lithologie. Donc dans la lithologie, c'est-à-dire que, par exemple, là et là, on trouve les mêmes roches, ou bien ici et ici, on trouve les mêmes roches. Une concordance lithologique. Il y a une concordance dans les séquences des roches, c'est-à-dire dans la succession des couches. Donc on trouve, par exemple, à la base des conglomérats, au-dessus des grès et au-dessus des argiles. Donc il y a une succession des couches. Donc on trouve une concordance, on trouve les mêmes séquences, qu'on soit en Afrique ou bien en Amérique du Sud. Et on trouve aussi une concordance dans les structures géologiques, c'est-à-dire les failles, les plis, tout, donc la nature des plis, la façon des plis. Il y a beaucoup de données sur la structure géologique. Donc on trouve les mêmes structures, d'accord. Donc comment est-ce possible? Donc c'est d'avoir la même chose, qu'on soit en Amérique ou bien en Afrique. Donc on retrouve les mêmes choses du point de vue géologique. Si vous remarquez ici, on a ce petit morceau, on peut très bien le caler et le mettre juste ici. Donc il y a une continuité. Donc l'idée de Wegener, c'est que ce qu'on voit aujourd'hui, ces terrains très anciens et éloignés, si éloignés l'un de l'autre, autrefois, ils formaient un seul continent et qu'on peut les rapprocher. Donc c'est l'idée de Wegener. Donc voilà, donc vous voyez ce petit morceau qui rentre exactement, c'est la continuité ce petit bouclier, c'est la continuité de ce grand bouclier de l'Afrique. Donc c'est un argument aussi en faveur de l'hypothèse de Wegener. Donc là, vous avez les chaînes plus jeunes, donc ils sont en Groenland, ils sont en Amérique du Nord, ils sont en Afrique, vous voyez, en Europe, d'accord. Donc si on fait le rapprochement des continents, comme ici, on voit que les chaînes sont continues
depuis du nord vers le sud. Donc là, c'est un argument en faveur de Wegener. Donc là, c'est une vue de la chaîne au Maroc, et puis la chaîne, ça c'est la chaîne d'âge 350 millions d'années au Maroc, et là aux États-Unis, donc on trouve les mêmes chaînes. Donc les trois chaînes hertziennes d'âge 470 à 350 millions d'années forment une seule chaîne continue si on rapproche les continents à la manière de Wegener. Donc c'est ce qui est en bleu ici, voyez. Voilà, donc c'est un argument en faveur de la théorie de Wegener. Alors, pour Wegener, il a de bonnes intuitions, et il a bien réfléchi et il a bien proposé cette nouvelle idée, et il l'a bien argumenté, mais il avait des problèmes concernant la communauté qui vivait à son époque. Alors, on sait que la Terre elle a une structure en enveloppe, elle est composée de lithosphère, qu'on appelle, ou bien qui est le ciel. Pourquoi on l'appelle le ciel? Parce que sa composition elle est formée essentiellement de silice et d'aluminium. Et en dessous, il y a le manteau qu'on appelle le cima. Le cima, pourquoi le cima? Parce que sa composition, c'est essentiellement de la silice et du Mg. Et il a une forte densité par rapport à la lithosphère, ou bien tout simplement par rapport à la croûte qui a une faible densité. Alors, et comme on l'a déjà vu, le noyau qui est formé essentiellement de fer et de nickel. Alors là, comme on l'a dit, cette approche de Wegener a soulevé des grandes discussions, des grands débats, qui a abouti finalement au fait que Wegener n'a pas pu imposer sa théorie. Alors parmi les questions qui ont été posées à Wegener, il a dit oui. Bon, vous dites qu'il y a une dérive des continents, que les continents au départ formaient un seul continent et qu'ils se sont fragmentés et qu'ils ont dérivé jusqu'à atteindre leur position actuelle. Alors les gens lui demandaient comment ça fonctionne et lui demandaient quel est le moteur qui fait bouger les continents. Alors pour Wegener, il a essayé de répondre à ces questions, mais sans donner des réponses rationnelles, ou bien des réponses qu'on peut vérifier, qu'on peut tester. Et il a proposé pour expliquer comment ça fonctionne, il a dit, alors puisque vous acceptez que les continents bougent verticalement, c'est du haut vers le bas, donc il n'y a pas de problème que les continents bougent horizontalement. Donc ça c'est une première réponse. Et puis il a dit les continents ils bougent en glissant c'est-à-dire les continents c'est le ciel, et que les continents se déplacent en glissant sur le schéma, sur le cima, qui à la manière des bateaux, comme le bateau qui glisse à la surface de la mer. Et il a dit que les cimas affleurent juste en dessous de l'océan. Donc ça, c'est... Et puis, ils ont dit qu'il est la force qui fait bouger les continents. Il a dit c'est la rotation de la Terre qui poussait les continents vers l'équateur. Donc, vous voyez, donc, ce sont des réponses qu'on ne peut pas vérifier, qu'on ne peut pas tester. Donc, finalement, Wegener n'a pas pu imposer sa théorie.
bon, bien que il y avait des gens pour et des gens contre. Bon, de toute façon, à l'époque de Wegener, l'idée n'était pas imposée et tout le monde n'était pas convaincu que la théorie de Wegener est vraie. Donc, en résumé, la théorie de Wegener, elle a été bien argumentée, mais il est assez peu scientifique. Donc, on n'a pas d'hypothèse qu'on peut tester, hein, qui n'est pas testable. Donc, on ne peut pas faire des mesures, mais bon, finalement, en conclusion, Wegener, il avait de bonnes intuitions. Alors, lui, Wegener est mort en 1930 et il n'a pas pu imposer ses idées et la majorité de la communauté scientifique n'était pas d'accord. Donc, mais avec les années 50, avec la guerre mondiale, avec le développement de la technologie, avec les sous-marins, avec les mesures et tout ça, le développement du géomagnétisme, donc c'est ce qu'on a vu dans le premier chapitre, et on a trouvé un argument plus fort et un argument qui est en faveur de la théorie de Wegener. Donc cet argument, c'est la mémoire magnétique des roches. Donc c'est développé à partir de 1853 avec Melloni. Donc, comme on l'a vu, que lors de la sortie de la lave, hein, de la lave du volcan, ces laves liquides, ils peuvent très bien contenir des minéraux magnétiques. Ces minéraux magnétiques vont réagir avec le champ magnétique terrestre et tant qu'ils sont dans le liquide, ils peuvent bouger, ils peuvent s'orienter, ils peuvent enregistrer le champ magnétique terrestre. Donc ils vont s'orienter parallèlement aux lignes de force du champ magnétique terrestre. Donc une fois que la lave se refroidit, les magnétites ne peuvent plus bouger et ainsi le champ magnétique est enregistré dans la roche à l'époque de sa formation. Donc ça c'est le cas des roches volcaniques. Mais aussi ce champ magnétique peut être enregistré par les roches sédimentaires détritiques, c'est-à-dire les roches sédimentaires qui sont formées par des débris de roches. Donc vous voyez ici le transport, hein, et après le transport, les débris ou bien les morceaux de roche arrivent au niveau de l'océan ou bien au niveau d'un lac et ils vont se sédimenter et vont tomber au fond. Et parmi ces éléments qui arrivent, on peut avoir très bien des magnétites, donc c'est-à-dire des minéraux riches en fer qui peuvent réagir avec le champ magnétique terrestre. Donc ils veulent se déposer, ils sont dans l'eau et ils sont libres dans leur mouvement. Ils vont s'orienter parallèlement au champ magnétique terrestre. Donc ils vont se déposer, vous voyez, hein, ils se déposent et après la roche va subir la compaction et va se transformer par le phénomène de diagenèse à la formation d'une roche sédimentaire. Et voilà, les minéraux magnétiques, donc les minéraux qui ont enregistré le champ magnétique terrestre de l'époque de leur formation, ne peuvent plus bouger. Et comme ça, le champ magnétique reste enregistré dans la roche de l'époque de sa formation. Donc on dit que les roches enregistrent donc la direction du champ magnétique qui régnait au moment de leur formation. Et donc les roches, ils possèdent donc une mémoire magnétique. Donc voilà. Donc on dit c'est un enregistrement rémanent. C'est un enregistrement rémanent, c'est-à-dire si le champ magnétique terrestre change, hein, cette direction ne va pas changer. Hein, les minéraux ne peuvent plus bouger. Et on a une roche, d'accord? Donc on dit qu'il est rémanent. Donc malgré la disparition de la cause qui a donné cette orientation, donc les minéraux ne vont pas changer d'orientation. Donc on dit que les roches possèdent donc une mémoire
magnétique. Donc ça, c'est, comme on l'avait vu déjà, c'est les inversions magnétiques. Il y a des années, il y a des périodes où le nord magnétique est du côté nord géographique, et il y a des périodes où le nord magnétique est du côté sud géographique. Donc c'est les inversions magnétiques. Donc c'est comme on l'a déjà vu, donc on a les roches lors de leur formation peuvent enregistrer le champ magnétique de l'époque de leur formation. Donc s'il est normal, ils vont l'enregistrer normal, s'il est inverse. Donc on a une mémoire magnétique des roches. Donc d'autre part, on a chaque fois qu'on a une roche, à partir de cette roche, à partir du magnétomètre, on va mesurer l'intensité du champ magnétique terrestre. Donc si la valeur est supérieure ou inférieure à la valeur actuelle, donc soit l'anomalie est positive ou négative. Donc s'il est positif, ça veut dire que le nord magnétique est du côté nord géographique. Si l'anomalie est négative, le nord magnétique est du côté sud géographique. Et d'autre part, dans les roches, on peut donner l'âge de la roche. Donc par la méthode de datation absolue, par les éléments radioactifs, par les isotopes, ou bien par les fossiles. Donc il y a toujours un moyen d'avoir un âge de la roche. Donc c'est un argument qui est solide, qu'on peut vérifier, qu'on peut tester, qu'on peut mesurer et qui constitue un argument de poids, un argument valable pas valable, mais un argument très fort pour la théorie de Wegener. Exemple, ici, on voit ici, sur cette carte, la trajectoire du nord magnétique pour différents continents. Donc ici, vous avez une carte du monde, mais cette carte, elle est faite en regardant la Terre depuis le pôle Nord. Le pôle Nord, c'est ce point qui est ici. Donc ça, c'est le nord géographique. Donc on voit la Terre depuis le ciel, avec le centre, c'est le nord géographique. Et sur les courbes que vous voyez ici, c'est la trajectoire du nord magnétique dans différents continents. Ici, c'est pour le continent nord-américain. Donc là, depuis le plus vieux âge, ici S c'est le silurien, C c'est le carbonifère, P c'est le permien, Trias, Jurassique, Crétacé et Liocène. Donc on a mesuré dans les roches et on a pour chaque roche dans laquelle on a fait la mesure, on a trouvé l'âge. Et voilà, donc au silurien, dans cette roche, le nord magnétique pour le continent, le nord magnétique pour le continent d'Amérique du Nord était ici. Voilà. Au carbonifère, il était là, et ainsi de suite. Donc voilà la trajectoire du nord magnétique pour le continent d'Amérique du Nord. Ici, vous avez la trajectoire du continent européen depuis le carbonifère, permien, Trias, Jurassique et Liocène. Donc ça, c'est la trajectoire du nord magnétique pour le continent européen. Et ici, la trajectoire du nord magnétique pour le continent de l'Inde, le micro ou bien le petit continent de l'Inde, Jurassique, Crétacé, Éocène, du plus vieux au plus jeune. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on remarque sur cette carte? Quelle est la lecture qu'on peut voir, qu'on peut trouver, qu'on peut extraire de cette carte? Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Donc, la première chose qu'on remarque, c'est que nous avons 3 trajectoires, ce qui n'est pas normal.
Pourquoi c'est pas normal? Parce que nous avons un seul nord magnétique. On n'a pas trois nords magnétiques. On a un seul nord magnétique. La deuxième chose, donc par exemple ici, si on prend le Jurassique, ici le Jurassique, on a un nord magnétique ici pour qui est pour l'Inde. Au Jurassique, on a un autre nord magnétique qui est pour le continent nord-américain. Et ici au Jurassique, on a un autre nord qui est pour le continent de l'Europe. Donc on a trois nords. Je ne sais pas, c'est trois pôles magnétiques. C'est impossible, c'est pas normal. On a un seul nord magnétique. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, plus on recule dans le temps, c'est-à-dire en allant du plus jeune vers le plus vieux, le continent, le nord magnétique s'éloigne du nord géographique. Donc en allant du plus jeune au plus vieux, le nord magnétique s'éloigne du nord géographique. Or, on a vu dans l'immigration, le nord magnétique, il bouge, oui, il bouge, il migre, il subit d'immigration. Mais en migrant, il s'approche du nord géographique. Donc là, c'est l'inverse. Ce qu'on voit ici, c'est l'inverse. Donc, plus on recule dans le temps, le nord magnétique s'éloigne du nord géographique. Donc, une seule explication à tous ces problèmes, c'est que la position relative des continents était différente pour chaque époque. C'est-à-dire, à chaque époque, à chaque moment, le continent occupait une place différente donc, c'est-à-dire, c'est la dérive des continents, que les continents ont bougé au fur et à mesure de l'écoulement de temps en millions d'années. Donc voilà un résumé qui montre cette dérive des continents. Donc voilà, donc, une carte. Donc c'est la dérive des continents. Donc voilà, au départ, on avait un seul continent qui est la Pangée, et autour du continent, on avait un seul océan qu'on appelle la Pantalassa. Et à partir donc ça c'est il y a 200 millions d'années, c'est-à-dire du début du Jurassique, et vers 180 millions d'années, on a ouverture de la Thétis. La Thétis, il va diviser ce continent unique en deux continents. Un continent au nord, qui est le Gondwana, et un continent au sud, qui est le Gondwana, et un continent au nord, qui est l'Eurasie. Voilà, donc ça c'est la Thétis, mer de la Thétis. On voit ici un continent au sud, qui est le Gondwana, et un continent au nord, qui est l'Eurasie. D'accord, ça c'est vers 180 millions d'années. Donc après l'ouverture de la Thétis, on a l'ouverture de l'Atlantique. Voilà. Donc voilà l'Atlantique qui s'ouvre, voyez. Donc maintenant on a 4 continents. Donc vous voyez, on a les grands continents. On a l'Amérique du Nord, du Sud, l'Afrique, l'Eurasie et l'Amérique du Nord. Donc vers 144 millions d'années, début de l'ouverture de l'Atlantique. Et après, donc, on a la fermeture de la Thétis. Vous voyez, la Thétis n'existait plus. Donc, on a ici la mer de la Méditerranée. Donc, c'est-à-dire que la Thétis s'est fermée. Donc, les continents, l'Afrique et l'Europe, ont migré en se rapprochant l'une de l'autre. Donc, c'est la fermeture de la Thétis. Donc, vers 50 millions d'années dans le passé. Donc, après, donc, on a la séparation de l'Inde et qui va migrer vers le nord, vers l'Asie. Donc, on a il y a 10 millions d'années,
c'est l'Inde est arrivée au voisinage de l'Asie et il a commencé à heurter cette Asie, c'est ce qu'on appelle la collision. Donc, il y a 5 millions d'années, ouverture de la mer Rouge que vous voyez ici. Donc, on a l'Afrique, qui était un continent unique, va maintenant se séparer en un continent géant, qui est l'Afrique, et maintenant une partie de l'Arabie Saoudite, le Yémen et tous les continents, tous les autres pays que vous connaissez donc, vont faire partie de l'Asie. Donc ici l'Afrique, et à partir de la mer Rouge vers l'est, c'est l'Asie. Voilà, donc voilà, si vous voyez, voir vers le Trias, hein, donc on a la Tétis, vous voyez la Tétis qui sépare le continent unique en deux continents, qui est l'Eurasie et le Gondwana au sud. Donc en général, la formation des océans s'inscrit dans un cycle de fusion éclatement, donc des grandes masses continentales connues sous le nom de cycle de Wilson. Donc, c'est-à-dire au fur et à mesure de l'évolution, avec l'écoulement du temps géologique, les continents fusionnent et éclatent au fur et à mesure. Hein, donc il y a des moments où les continents fusionnent et forment un seul continent, et il y a des moments où le continent unique va éclater en fragments, et les fragments vont dériver et vont migrer à la surface de la Terre, hein, donc, pour former les continents qu'on connaît aujourd'hui. Donc tout ça s'appelle le cycle de cette évolution, et il est connu sous le nom de cycle de Wilson. Peut-être qu'on aura l'occasion de voir plus loin. Donc finalement, sur ce chapitre, on peut dire que l'hypothèse de Wegener était une hypothèse génératrice de science, donc c'est-à-dire qu'il produit de la science, donc il demande à la science de bouger, de chercher, et qu'il soulève des questions. Et ce sont des questions qui sont suffisamment sérieuses, et ils sont fondés. Ils sont fondés pourquoi? Parce qu'ils sont argumentés. L'hypothèse de Wegener, elle est argumentée sur des faits réels, donc comme la paléontologie, comme la géologie, comme la paléoclimatologie. Il y a beaucoup d'arguments qui ont été, donc, qu'il fallait se retrousser les manches et se lever pour travailler et essayer de répondre à ces questions. Donc après plus de 40 années, les idées de Wegener refassent, donc après 40 ans, c'est 1970, donc il y a à partir de 1968, hein, donc avec, comme on a dit, le développement du géomagnétisme, hein, donc les idées de Wegener surface, et ont commencé à chercher le mécanisme donc, de la dérive qui manquait à Wegener. Donc comment les continents bougent. Donc c'est la question majeure. Hein. On est d'accord que les continents bougent, mais il faut expliquer comment ces continents bougent. Donc tout ça, pourquoi? Parce que l'idée de Wegener, hein, pourquoi il n'a pas été imposé? Parce qu'on ne connaît pas encore à son époque la structure interne de la Terre, hein, la structure en enveloppe, et c'est ce qu'on va voir par la suite. Voilà, donc il y a 200 millions d'années, on avait un seul continent, hein, un seul continent et un seul océan qui est le seul continent, le continent unique, c'est la Pangée, et l'océan qui entoure ce